Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième et dernier épisode des hors-séries de Lucarne Opposée, des épisodes qui ont été enregistrés dans le cadre du festival L'Autre Football qui s'est tenu à Rennes en fin d'année 2021. Avant de vous laisser vous plonger dans ce dernier épisode, consacré aux chants de supporters, notamment en Afrique du Nord et en Amérique du Sud, je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ou de voir ce podcast, notamment sur YouTube, d'y laisser un pouce et des commentaires. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Bonne écoute à tous. Eh bien, bonsoir à tous. On va en profiter pour remercier le festival de nous avoir accueillis, parce que c'est notre dernière ici pour ce week-end. On va vous mettre un petit peu de musique, on va dire. On avait pour thème une question. Les plus beaux chants sont-ils européens ? À Lucarne Opposée, on a un certain sens du débat sur certaines choses. Donc on va l'évacuer tout de suite, on va vous répondre non. Et on va plutôt s'intéresser à autre chose. On va essayer de vous raconter des histoires. On va essayer de vous raconter ce qui fait surtout que les chants non européens sont différents. On va se focaliser sur deux zones, vous vous en doutez. L'Amérique du Sud et l'Afrique. Et pour m'accompagner, deux membres de la rédaction de Lucarne Opposée. Marcelin Chamoin qui va nous emmener au Brésil. Salut Marcelin. Salut. Et Farouk Abdou qui lui va nous emmener en Afrique du Nord. Salut Farouk. C'est ça, salut. Alors on va s'intéresser donc à cette notion de chant, comment les supporters animent les tribunes de nos pays. Et on va commencer, Marcelin, on va directement aller au Brésil, parce que c'est aussi l'un des premiers où ça s'est véritablement manifesté. La musique, elle est entrée dans les stades assez tôt au Brésil, et il y a eu quelques tournants. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu, c'est inspiré aussi de la culture locale, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de l'arrivée de la musique dans les stades brésiliens ? Dès 1933, donc l'année de l'officialisation du professionnalisme au Brésil, il y a Mario Filho, donc, qui est un journaliste dont on a déjà beaucoup parlé sur Lucarne Opposée, qui organise dans son journal un concours des supporters. Donc le but, c'est d'élire la torcida, donc la tribune la plus animée. Ensuite, il y a un premier groupe de supporters organisé à Sao Paulo FC en 1939. Et en 1942, c'est un premier tournant. Il y a la Charanga Rubro-Negra, donc qui est un club de supporters de Flamengo. Ça va être les premiers à importer vraiment les instruments de musique dans le stade. Au début, c'est assez mal vu, mais ça va s'imposer assez rapidement, à tel point que le président du Conselho Nacional de Sport, donc le Conseil national de sport, qui était un organe de l'État, va demander à Jaime Di Carvalho, qui était le fondateur de la Charanga, d'animer la tribune du Maracanã pour la Coupe du Monde 1950. Et les tribunes en 1950 vont être très animées. On a parlé dans une autre table ronde avec la Joko Split qui fonde le premier groupe de supporters inspirés ultra en octobre 1950, donc quelques semaines après la Coupe du Monde, et un groupe qui va s'appeler Torcida. Donc le lien était évident puisqu'il y a eu un Brésil-Yougoslavie au premier tour, et en fait les Yougoslaves pouvaient voir quelques jours plus tard des images du match et surtout de la tribune, et donc il y a une inspiration directe. Lors de cette Coupe du Monde, il y a aussi un match Brésil-Espagne au second tour où le Brésil va s'imposer 6-1. Et à un moment, le Maracanã va reprendre une marchinha, donc une musique du carnaval qui s'appelait Tourada Sem Madrid, donc qui raconte l'histoire de quelqu'un qui assiste à une corrida. Et ça se prêtait au contexte que les Espagnols étaient un petit peu perdus sur le terrain. Donc il y a tout le stade qui va reprendre cette musique. Et donc on voit le lien déjà entre le carnaval et la tribune. Ensuite, il y a en 1978 Neguinho da Beija-Flor qui va composer une musique qui s'appelle O Campeão. On va peut-être l'écouter. On peut l'écouter. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Et donc, en fait, c'est une musique. Donc, pour la petite histoire, en fait, Neguinho est supporter de Flamengo, donc un club de Rio.
mais il compose cette musique pour un ami qui supporte Vasco, le club rival. Et donc au début, les paroles étaient dimanche, je vais au Maracana supporter Vasco. Mais en fait, Neguinho se rend compte que la chanson peut être un succès. Et il va remplacer Vasco par dont l'équipe dont je suis fan, l'équipe dont je suis fan, qui était beaucoup plus neutre. Et du coup, il avait raison, parce qu'en fait, c'est les supporters de Flamengo qui vont s'emparer de cette ère en premier. Ils remportent le Brasileirão en 1980 et ils vont reprendre ce chant. Et comme il avait mis l'équipe dont je suis fan, d'autres supporters vont ensuite reprendre cette ère aussi, en changeant parfois le « Je vais au Maracana » par le stade concerné. Donc il y a Vasco qui va le faire avec le São Januário, l'Atlético Mineiro avec le Mineirão, et aussi Corinthians et São Paulo qui vont remplacer Maracana par Morumbi. Mais pour ces plusieurs groupes de supporters, on retrouve le même air. Et voilà ce que ça donne. Et elle entre directement dans les stades. Ça, c'est ce qui se passe au Brésil, c'est ce qui va se passer un petit peu partout. C'est toujours présent d'ailleurs, de nos jours, ça continue. Et il va y avoir une deuxième étape qui va être franchie notamment en Argentine, forcément. Quand on parle de tribunes un peu folles, on va aller en Argentine. Et on va sortir de la culture locale, on va partir sur la culture musicale internationale. Je vais vous faire écouter une chanson qui date de 1969, si j'ai bonne mémoire. J'étais pas né, mais j'ai bonne mémoire. J'en ai un qui sourit, donc ça doit être ça. Écoutez bien. Alors je pense que vous reconnaissez l'air, enfin, peut-être que vous ne connaissez pas cette chanson, c'est Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival, plein dans les années 60. Je ne sais pas si vous avez reconnu l'air, peut-être ou pas, ou si vous êtes habitué aux musiques des stades. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire, c'était un tube en 2014 qui va faire très plaisir à mon voisin. Voilà ce que c'est. Ça te fait plaisir, hein? Ça te fait plaisir, hein? Voilà, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Brasil décimé que se siente, c'était le tube de la Coupe du Monde 2014. Les Argentins n'ont fait que chanter ça durant toute la Coupe du Monde qui se tenait au Brésil. Tout de suite, on voit il y a une appropriation d'une musique, voilà, d'une chanson de rock des années 60. Et tout de suite, c'est une des spécificités de ces chants-là.
et ça va être une spécificité qu'on va retrouver ensuite, on raconte une histoire. On n'encourage pas son équipe, on n'est pas là pour encourager l'Argentine, on est là pour raconter une histoire, et dans cet extrait, enfin dans cette chanson, il est question d'un Brésil-Argentine de 1990. On y décrit justement le but de la victoire de l'Argentine sur le Brésil dans la Coupe du Monde 1990, et vous comprenez pourquoi ils l'ont entonné tout le temps, là où on était au Mineirão. Donc on était à Belo Horizonte, on était au Brésil. Ils n'ont pas cessé. Et cette chanson-là a été initialement lancée par un groupe de supporters, par une barra argentine, un groupe qu'on est obligé d'évoquer, on est même obligé d'évoquer quasiment qu'eux, quand on parle de supporterisme en Argentine et de création musicale. Ce groupe, c'est San Lorenzo. Et je vais vous faire écouter ce que ça donne version San Lorenzo. Alors vous voyez, il y a une partie où on encourage un petit peu l'équipe, Dale Matador, c'est un des surnoms du club, mais on parle aussi, on raconte une histoire, on parle de l'endroit d'où vient le club, les origines. Boedo, c'est important pour San Lorenzo, parce que c'est un club qui a une histoire très particulière, club qui a grandi dans le club de Boedo, qui est un club très culturel, beaucoup de théâtre, d'écoles de tango, de bars, donc un quartier très vivant. Et San Lorenzo a son siège ici, avait son stade dans ce quartier-là. Et ce stade a été, le terrain qui accueillait ce stade-là a été exproprié par la dictature et a été vendu, à la place, a été vendu à une entreprise française, à Carrefour, qui a mis un supermarché dessus. Et donc pendant 40 ans, les supporters de San Lorenzo se sont battus, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit se sont battus, pour récupérer ça. Et ils vont utiliser plusieurs aspects de plusieurs chansons pour évoquer cette histoire, pour parler de leur stade, pour parler de leur ancien stade, de leur nouveau stade, parce qu'ils ont exilé aujourd'hui dans un autre quartier. Et toujours en utilisant la même mécanique, utiliser des chansons qui sont des succès internationaux. Je vais vous en faire écouter une autre. Ça date de 1974. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj. Alors cette chanson, vous la connaissez peut-être ou pas, je vais vous dire quand même qui c'est Jeannette. Exactement, ça vient de Cria Cuervos. Elle a été le tube grâce à ce film qui date des années 1975, je crois qu'il est sorti le film, et qui raconte justement, qui fait une analogie avec l'Espagne qui est en train de terminer son histoire avec Franco. Donc vous voyez qu'il y a différents types de lectures. Cria Cuervos, qui veut dire nourrir les corbeaux, et Cuervo, c'est aussi le surnom de San Lorenzo, ce sont les Cuervos. Et donc il y a plusieurs degrés de lecture, puisqu'il y a aussi question de la dictature dans ce film et dans cette chanson. Et donc San Lorenzo a pris cet air, l'a détourné, toujours pour raconter son histoire de son quartier d'origine, de Boedo, et voilà ce que ça donne. Voilà, Soy de San Lorenzo, si senior, que tu as un petit peu entendu au Maroc, pendant la Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas cessé de la chanter à ce moment-là. À peine, 700 fois par jour. On continue, c'est le principe des Argentins, c'était pareil avec le Brésil décimé que se siente. Et donc il est aussi question de cette nueva cancha, de ce nouveau terrain. Donc c'est toujours très présent, on encourage un petit peu, mais on raconte surtout une histoire, on raconte tout le temps cette histoire-là. Et ce qui est important de garder en tête avec ces chansons-là, c'est qu'elles ne sont pas anodines, parce que, je le disais, San Lorenzo s'est battu pendant près de 40 ans pour récupérer son terrain. Et
les supporters de San Lorenzo ont organisé des marches, sont allés manifester même devant le palais, devant la Casa Rosada, le palais présidentiel. Ils sont allés sur la Plaza de Mayo pour manifester. Ils ont chanté ces chants-là, et d'autres, mais notamment ces chants-là. Et ils ont enfin récupéré leur terrain. Il y a une loi qui est passée, ils ont enfin récupéré leur terrain. Ils vont bientôt, enfin, pouvoir revenir à Boedo. Et donc, il y a cette utilisation d'un tube international pour raconter une histoire. Cette mélodie elle est chantée à outrance partout, elle envahit le monde. Tous les supporters de foot l'ont déjà entendue au moins une fois dans leur vie. Tous les clubs se la sont appropriés. Je parlais tout à l'heure du Brasile Decime que se siente. Vous trouvez cet air dans tous les pays du monde. On le trouve forcément en Argentine, on l'entend aussi au Brésil, on l'a entendu en France, l'Olympique Lyonnais l'a repris, on l'a entendu en Australie, en Afrique, un club africain, c'est ça? Donc voilà, cet air s'est propagé un petit peu partout dans le monde. Mais on le voit, derrière cette idée-là, il y a l'idée de défendre une identité, il y a une idée d'utiliser plusieurs sources d'influence pour créer quelque chose. Et ces sources d'influence, Farouk, l'Afrique en est, comment dirais-je, l'un des bels exemples parce qu'ils vont utiliser l'influence sud-américaine, mais pas que. Et ils vont créer en mélangeant divers types d'influences. Effectivement, au début du mouvement ultra en Afrique du Nord, au début des années 2000, la référence, c'était l'Italie. Et ça transparaissait aussi bien dans les noms de groupes, dans des slogans sur des banderoles, sur les paroles dans les chants, les noms des chants et dans le style des chansons où c'était des chansons courtes de 30 secondes avec un rythme survitaminé et tout un virage qui chante à l'unisson. À partir du milieu des années 2000, l'influence sud-américaine s'est invitée favorisée par un événement lors de la Coupe du Monde des clubs 2007. Le club argentin de Boca Juniors a affronté les Tunisiens de l'étoile du Sahel. Et le côté historique autour de cette confrontation a amené les supporters du club tunisien à beaucoup s'intéresser à ce qu'il fait en Argentine. Et donc ça les a amenés à du coup composer une autre manière de faire des chants avec l'usage de la langue espagnole. Commencer à adopter un style plus proche de l'Argentine, traînant avec cette manière d'accompagner les chants en agitant le bras. Et à cela s'est rajouté de faire des chants plus longs, non plus aussi souvent à l'italienne avec des chants à 30 secondes, qui durent 30 secondes, mais plutôt des longs freestyles de 2 minutes 30, ou couplet-refrain. Et cette influence sud-américaine s'est rajoutée au style italien de base pour donner un mélange où, par exemple, il y a des chants, on peut avoir de l'arabe dialectal, de l'espagnol et de l'italien. Et tout ça est optimisé pour les thèmes que les supporters utilisent, c'est-à-dire soit l'amour obsessionnel pour leur club, le trash talking de l'équipe adverse et tout autre type de thème. Et on va vous en donner 2 exemples avec les supporters des 2 clubs de Casablanca. D'abord, La Grande Historia, une chanson de Raja Casablanca, et Casa Nostra, une chanson du Wydad. On voit encore qu'il y a l'influence forte italienne dans les titres, mais l'espagnol s'y est invité. C'est dans l'autre sens. C'est d'abord le Wak, ensuite le Raja. Oui.
Sudam. Hein. Très, très Sudam. Mais on le voit. Donc, il y a toute cette culture qui se propage ou ce mélange des musiques avec quand même un point commun. Marcelin, je vais revenir vers toi. Toute cette création se fait dans un but aussi défendre une identité, toujours raconter une histoire qui est ce que l'on est en fait, qui fait ce que le club et ce que les ultras sont par rapport à ce club-là. Défendre cette identité. Oui, ça se retrouve beaucoup dans les paroles. Là, on a parlé des chants qui s'inspirent d'une musique avant, et il y a aussi parfois des créations des supporters. On a aussi abordé le monde ultra dans une autre table ronde, et ce sont des personnes qui ont passé beaucoup de temps, que ça soit en déplacement pour aller voir les matchs à l'extérieur, ou dans leurs locaux pour, par exemple, faire des tifos. Et au Brésil, il y a toujours des membres des Torcidas Organizadas qui vont avoir des instruments. Donc il y en a qui vont jouer de la musique, et puis il y en a qui aiment inventer des paroles. Donc ça va se faire dans le bus, par exemple. Il y en a un qui va inventer une parole, et puis après il y a plusieurs versions qui s'améliorent comme ça au fil du temps. Et après il y a une musique qui peut s'imposer au bout d'un moment dans le stade, et tout le monde va la reprendre. Donc là, je pense que un exemple, c'est le Corinthians. Il y avait par exemple un supporter qui s'appelait Antonio Veiga qui avait écrit les paroles d'une chanson maintenant très populaire, le titre c'est Luco Porti. Et le club avait justement utilisé cette phrase dans des produits marketing. Et du coup, le supporter avait attaqué le club en justice, ce qui était assez mal passé auprès de la Torcida Organizadas qui s'appelle Gaviões da Fiel, qui est un groupe de supporters du Corinthians, mais qui est aussi une école de samba de São Paulo. Donc là aussi, c'est le meilleur exemple des liens du mélange, entre tribune et carnaval. Et justement, en 2010, pour le centenaire du club, cette école de samba avait composé aussi une musique qui s'appelait Minha Vida, Minha História, Meu Amor, qui est aussi reprise maintenant par les supporters dans le stade. Ouais, on va écouter Luco Porti du Corinthians. Juste faire une précision, vous avez peut-être fait attention sur le dernier, on n'est pas dans un stade, on est à l'aéroport. Hein. Ouais, c'était l'aéroport avant de partir au Japon pour le mondial des clubs 2012, et le Corinthians reste le dernier club non européen à avoir remporté le mondial des clubs. Ça peut être joué pour les joueurs. Et donc il y a aussi d'autres exemples, hein, Marcelin. Oui, on parlait des ultras, des Torcidas Organizadas. Il y a aussi des amitiés entre groupes de supporters de différents clubs. Et je pense que ça peut aider aussi des reprises de chants en commun. Il y a par exemple le Flamengo et l'International qui ont deux chants en commun. Donc on a parlé de la samba, mais il y a aussi un groupe de pop rock où il y a une chanson commune pour l'International et Flamengo. Et puis il y a aussi une reprise de Tema da Vitória. Donc c'était un air qui avait été demandé par la Globo qui diffusait le Grand Prix du Brésil. Donc ils voulaient une musique pour la retransmission, qui a été ensuite utilisée pour les victoires des Brésiliens en F1. Donc d'abord Nelson Piquet, mais après surtout Ayrton Senna. C'était vraiment un rendez-vous pour les Brésiliens le dimanche. Et donc cet air a aussi été repris, que ce soit par l'International et Flamengo. Eh bien, on va l'écouter.
cette création musicale, Farouk, pour raconter, pour défendre son identité, pour affirmer, j'ai même plus envie de dire, son identité, on la retrouve évidemment très présente en Afrique du Nord. Effectivement, les thèmes qui sont repris dans les chansons sont inspirés beaucoup sur l'affirmation de l'identité des supporters, et ça va tourner autour de beaucoup d'aspects. L'amour obsessionnel du club et le fait de mettre cet amour au-dessus de tout, les cours, le boulot, la loi, l'ordre, tous les autres aspects du quotidien, ce qui amplifie l'aspect obsessionnel. Le chambrage, la culture du chambrage contre les clubs rivaux avec une grande créativité dans le trash talking. L'affirmation de l'identité passe aussi par le fait de se définir un territoire, notamment les virages dont se sont emparés les ultras dans le stade, et le fait qu'ils veulent à la fois affirmer que c'est chez eux et le garder. Une rhétorique pas mal guerrière et combattante dans lesquelles les supporters s'incarnent en espèce de dépositaire de la ferveur pour leur club, et avec un vocabulaire aussi qui tourne autour du sens du sacrifice. Et pas mal de thèmes aussi qui sont en rapport avec ça. On va vous donner quelques petits exemples. Le premier qui est très dans l'amour obsessionnel autour du club, dans la glorification des exploits du club et des titres remportés, qui s'appelle Khadra al-Wataniya, la verte nationale des supporters du Raja Casablanca, qui est un hommage à l'épopée du Raja au cours de la Coupe du Monde des clubs 2013, et avec ce côté fierté nationale, et d'avoir rendu fier à la fois le peuple des Verts et le Maroc tout entier. Autre exemple. Le deuxième extrait qu'on va entendre, c'est Couleur Yejri Fidemi. Cette couleur circule dans mon sang, des supporters du Wydad Casablanca, qui jouent en rouge. Donc le lien métaphorique entre le rouge et la couleur du sang est assez évidente. Et pareil, traite autour de l'amour obsessionnel pour le club, le côté suprématie et domination sur le supporterisme dans la ville de Casablanca, qui est une référence directe ici aux rivaux qui jouent en vert, et aussi le côté résistance, le côté révolte contre l'ordre établi. On écoute. Et en dernier, exemple, l'Espérance. Le troisième sur 4, oui. C'est étonnant que tu oublies l'Espérance. Quelle belle transition. Et donc le troisième qu'on va entendre, c'est Unico Amoré, des supporters de l'Espérance de Tunis. Là, on rentre dans le vocabulaire de l'amoureux éperdu, sur toutes ses formes, pour le supporter envers son club, qui occupe ses pensées, qui occupe toutes ses discussions, qui s'est emparé de son cœur et de son esprit.
fait pas ça qu'au foot, hein. Je te coupe 2 secondes, on fait pas ça qu'au Petite foot. précision, vu que les clubs sont omnisports et que c'est les mêmes supporters de toutes les sections, toutes les chansons qui sont composées pour venir encourager l'équipe de foot vont être utilisées pour aller soutenir le handball, le volley et tous les sports collectifs possibles. Il y a un dernier exemple ? Et le dernier exemple, c'est celui des supporters de l'Étoile du Sahel, Sousse El Mdina, la ville de Sousse, qui est en gros, on se déplace partout, en nombre, on fait ce qu'on veut, et voilà, on va écouter. je pense que ça suffit comme description. Alors vous le voyez, hein, que ce soit en Amérique du Sud, on va dire en Amérique latine parce qu'on aurait pu aller plus au nord, ou en Afrique du Nord, il y a cet aspect commun de créer des chansons, d'aller au stade pour chanter, pas forcément uniquement pour encourager. On n'est pas juste en train de dire allez. Voilà, on raconte des choses. Et qui dit raconter des choses dit aussi prendre des positions. Il y a eu une table ronde sur l'influence des ultras sur les mouvements sociaux et vice-versa. Mais il y a donc forcément des prises de position, que ce soit des barras argentines, des torcidas brésiliennes ou des ultras nord-africains. On va regarder quelques exemples. On va commencer, Marcelin, par le Brésil, et on va s'intéresser à 2 clubs particuliers dans le paysage brésilien, la Ponte Preta et Vasco, qui sont 2 clubs qui ont beaucoup, et qui luttent encore d'ailleurs, contre le racisme au Brésil. Oui, parce que le football au Brésil, à son arrivée, est très élitiste. Et la Ponte Preta est l'un des premiers clubs à accepter des joueurs noirs dans son équipe. Et pour cette raison, les joueurs et aussi les supporters du club étaient traités de singes par des supporters des autres clubs. Et c'est en 1948 que le club, en fait, accepter ce surnom de singe un petit peu pour limiter l'influence de l'insulte. Pour retourner le truc en fait. Hein. Voilà, c'est fait avec d'autres clubs au Brésil. Il y a Palmeiras avec le cochon ou Flamengo, on y reviendra aussi. Mais en tout cas, donc ils acceptent ce surnom de singe qu'ils vont mettre en avant. Donc il y a un chant qui s'appelle Macaca Querida. Et aussi, parfois, on peut entendre des bruits de singes dans le stade pour soutenir l'équipe. Donc ça peut être surprenant si on ne connaît pas l'histoire, mais c'est parce que c'est pour rendre hommage au surnom du club. Il y a même eu je me souviens d'une fois avec une polémique de racisme où les supporters de la Ponte Preta étaient arrivés avec des masques de singes dans les tribunes. Ils avaient fait ça aussi, ouais. Pour lutter contre le racisme toujours présent au Brésil. On va écouter Macaca Querida. Et donc il y a le deuxième exemple qu'on évoquait, Vasco. Oui, donc Vasco là à Rio, mais pareil, ça a été l'un des premiers clubs à accepter des joueurs noirs dans son équipe. Et donc il y a un chant qui s'appelle Camisas Negras qui parle notamment, il y a les paroles « J'ai lutté pour les noirs et les ouvriers », les supporters de Vasco qui rendent beaucoup aussi hommage à l'histoire de leur club dans leur chant, même s'il faut dire que les supporters ont aussi repris Decime que se siente dont on a parlé au début. Et c'est un chant qui va provoquer les supporters de Flamengo qui sont vus comme appartenant aux classes populaires. Et le chant commence par Mulambo. Donc Mulambo, c'est un terme pour désigner les supporters de Flamengo, mais c'est un terme raciste puisque Mulambo, à l'origine, c'est un esclave qui descend d'Angola. Et la fin du chant, c'est la favela est silencieuse. Et du coup, les supporters de Vasco, qui viennent aussi pourtant des classes populaires, dans ce chant, ils laissent entre guillemets la favela aux supporters de Flamengo. Mais bon, il y a ce chant, mais il y a aussi Camisas Negras qu'on va entendre. Voilà, c'est ça. Il y a aussi Camisas Negras qu'on va entendre.
sur un air très argentin. Mais on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de cet air qui est aussi un chant d'origine argentine. Farouk, tu as évoqué dans une autre table ronde justement sur cette relation entre les ultras et les mouvements sociaux, c'est l'engagement dans certains chants qui sont pris en Afrique du Nord. Et ben là, on va pouvoir l'illustrer par des images et par des sons. C'est donc aussi le cas en Afrique. On raconte en Afrique du Nord, les chants servent aussi à raconter la réalité sociale. Effectivement, les chants composés par les ultras, si on sort du cadre classique du supporterisme et de l'amour pour le club et les thèmes qu'on a évoqués, peuvent aussi être utilisés pour soit s'exprimer sur la situation sociale d'un pays ou pour faire des chants un peu plus revendicatifs. Et ça va être incarné par les 3 extraits qu'on va vous décrire. Le premier, c'est le chant des supporters de l'USM Alger, la Casa del Mouradia, qui est devenu l'hymne des manifestations en Algérie en 2019 contre le 5e mandat du président Bouteflika. Et en gros, ce chant est sorti des stades pour devenir un chant de ralliement pour les manifestants durant toutes les semaines où chaque vendredi, les manifestants sortaient se mobiliser contre le 5e mandat. Et du coup, ce chant-là est devenu un petit peu l'hymne officiel de ces revendications. Le deuxième chant qu'on va entendre, c'est le chant des supporters du Casablanca, Fibledi del Mouni, victime d'injustice dans mon pays, qui prend la posture d'un jeune qui exprime sa lassitude vis-à-vis de la situation socio-économique du pays et ce que ça induit pour le manque de perspective pour la jeunesse. Et du coup, avec un côté qui transparaît plutôt une profonde lassitude et qui est plutôt une complainte qu'une revendication. Et le troisième chant qu'on va entendre, c'est Yahyatna, notre vie, des supporters du club africain. Pour situer le contexte, au cours de l'année 2019 en Tunisie, il y a eu toute une série de faits divers tragiques et chaque fait divers pointait un dysfonctionnement précis dans le pays au niveau soit du transport, de la santé, des infrastructures qui ne sont pas au niveau, la corruption et plein de maux sociaux. Et ça a inspiré les supporters du club africain pour faire une chanson sur le sujet, rendre hommage aux victimes et un petit peu pointer directement ces dysfonctionnements et leurs conséquences sur la vie dans le pays et la société. On va les écouter. Alors on va juste préciser sur le dernier parce que c'est un pan qu'on ne va pas aborder, mais ça dépasse le simple tour des stades. Les chants de supporters sortent des stades, puisque là c'est une version album.
Effectivement, les ultras, pour faire la promotion de leur création et faire en sorte que les jeunes les apprennent avant d'aller au stade, enregistrent des versions studio et des versions unplugged des chansons. Et là, pour le coup, comme la 3e chanson a été composée au début de l'année 2020 et qu'il n'y a pas vraiment eu des conditions optimales pour la chanter au stade pour les raisons que vous devinez, forcément, on n'a pas une version live stade, mais on a mis la version enregistré en studio. Voilà, exactement. Et avant de conclure avec 3 petits autres chants, on va en profiter. Si vous avez des questions à nous poser par rapport à ces chants-là, à cette façon dont on anime les tribunes en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a une. Bonjour. Moi, je voulais savoir s'il y avait des gens qui étaient désignés, disons, par les supporters pour écrire les chants, ou si n'importe qui pouvait proposer, par exemple. C'est principalement dans les noyaux durs des groupes ultras. On a souvent, souvent ça se divise, soit des gens qui sont préposés à tout ce qui est l'animation autour, les tambours, les instruments, etc. Parce que par exemple pour le Raja Casablanca et l'Ouïdad aussi, il y a un orchestre complet dans les virages pour accompagner ça. Des gens qui sont en charge, soit des fumigènes, soit des tifos, etc. Et il y a une partie aussi plutôt créative, à la fois sur la partie enregistrement ou sur la partie composition des chants. Il arrive aussi que, en inspiration d'un fait qui peut s'être produit dans un stade, il y a un slogan qui part un peu comme ça en impro et qui puisse être repris et modifié pour que ça fasse une chanson à frais. Mais effectivement, dans les noyaux durs, il y a des éléments plus créatifs qui sont pas préposés à ça, mais qui sont plus forts. Ouais, c'est généralement le cas. Je sais pas, Marcelin, tu diras pour le Brésil, mais l'Argentine, si on parle par exemple de San Lorenzo, voilà, c'est le noyau dur de la Barra. D'ailleurs, c'est très organisé, tout est très pyramidal dans ces systèmes-là. Et même la chorégraphie dans le stade est très organisée, c'est-à-dire que si un jour vous avez la chance d'aller, peut-être dans leur nouveau stade, mais pour l'instant c'est le Nuevo Gasómetro, si vous y allez, les supporters sont déjà là, mais l'entrée de la barra, c'est-à-dire ceux qui arrivent avec aussi le noyau dur, ceux qui arrivent avec les tambours, les trompettes, les instruments de musique, c'est une cérémonie, c'est-à-dire qu'on sait quand la barra arrive, il y a une sorte de marche, et elle entre dans le stade, et c'est elle qui justement fait entrer la musique dans le stade. Donc tout vient vraiment de ce noyau dur, de cette organisation-là. Et pour les avoir vus au Maroc, on les entend arriver de loin. Ouais, c'est incroyable. Et on sait qu'ils vont faire ça tout le match. Oui, parce que c'est leur spécificité. Les Argentins, en fait, vous le devinez un petit peu, et Farouk en a parlé sur le côté le long des chants, le rythme long. Une chanson argentine peut durer, là on vous a mis des extraits, mais ça peut durer un quart d'heure. Ils peuvent chanter la même chose pendant un quart d'heure, et ça monte en continu. Le Brasil Decime que se siente au Brésil, ça ne faisait que monter, et ça continue, ça s'arrête jamais. Si vous avez entendu, ça se terminait par Maradona es más grande que Pelé, et à chaque fois c'est un moment où on le crie pour redémarrer encore plus fort le chant, et ça ne fait qu'augmenter. C'est terrible, Marcel, quand on n'est pas pour l'Argentine. Et sur les groupes les plus créatifs, par exemple les groupes au Maroc dont on a mis des principaux extraits, le Raja El Ouïdad, les groupes ultras ont maintenant 16 ans d'existence. En gros, s'il y a 3, 4, 5 chansons composées par an et la créativité augmente, maintenant ils ont un double album qui pourrait potentiellement chanter. Il faudrait 2 matchs pour tout chanter, quoi. Donc il y a de quoi faire. Ouais, c'est une création permanente. Et au Brésil, c'est pareil. Et au Brésil, c'est pareil. Ça va plutôt être des membres importants du groupe qui vont faire les paroles, ou en tout cas, ils ont plus de chances que leurs paroles vont fonctionner. Même si c'est pas non plus exclu que ça soit quelqu'un d'autre qui va proposer une parole qui va fonctionner. Mais en règle générale, ça peut plutôt être le noyau dur. Voilà, d'autres questions? Ouais. Non, c'était très complet, et puis c'était super intéressant parce que moi je connaissais un peu les chants du Chili pour avoir été dans leur tribune dans la Coupe du Monde féminine de 2019, et c'est vrai qu'il y avait énormément d'ambiance alors qu'ils étaient seulement une trentaine, donc j'imagine pas dans un géant stade tout ça. Donc le chichichi, les lélés, c'est bon, il est maîtrisé. Ouais, carrément. Mais par exemple, la sélection chilienne est moins créative.
c'est vraiment leur chant, c'est chi chi chi, Ouais, c'est sûr. il va chiller, ça s'arrête là. Sur les clubs, c'est différent. Sur les sélections, parfois, c'est un petit peu différent. Il y a pas forcément, il y a vraiment que l'Argentine qui est particulière sur les chants, où là, ça va toucher même la sélection. Là, ils viennent de gagner la Copa América, ils ont déjà créé un nouveau chant pour l'année prochaine, pour la Coupe du Monde l'année prochaine, qui sont en train de commencer à nous faire entendre. On commence à l'entendre sur les télés argentines, on l'a entendu au stade lors du match Argentine-Bolivie le week-end dernier. Donc on sait que ça va être le truc qu'on va entendre 55 fois par jour, non par minute, au Qatar. Mais voilà, sur les sélections, c'est plus varié, hein, on est d'accord. Ouais, effectivement, autant la créativité sur les clubs est vraiment variée, et puis il y a des clubs, par exemple en Afrique du Nord, qui peuvent avoir pareil le double album qui peuvent débiter. Sur les sélections, c'est beaucoup plus bon enfant. Il y a 2 ou 3 slogans et c'est pas du tout les mêmes ambiances. Pareil au Brésil. Bah pareil, oui, il n'y a pas de groupe de supporters de la sélection, donc c'est assez individuel la façon de supporter l'équipe nationale au Brésil. Ouais, ça se lance comme ça. D'autres questions? Non, c'est bon. Très bien. Bon, bah écoutez, messieurs, on va conclure avec une question toute simple. On a parlé beaucoup de musique et de chant. On a vu que ça ne servait pas forcément qu'à encourager. Voilà, j'espère que vous avez pu toucher du doigt que les chants étaient beaucoup plus riches et variés qu'ailleurs. On a été un peu provocateur en disant que les chants d'ailleurs étaient meilleurs qu'en Europe. Peut-être, mais bon, c'est pas. C'est subjectif. En tout cas, ils racontent autre chose. On va conclure, donc je vais vous demander votre chant frisson, celui que vous préférez. Est-ce que je te zappe, toi? Bon, on va commencer par Marcelin, malheureusement, qui a choisi un chant. Bon, je vais vous donner le principe de la private joke. Hein, c'est que le match que vous allez voir, c'est Flamengo-River. Marcelin est supporter de Flamengo. Je suis supporter de River. Et il va se passer quelque chose de terrible. C'est la finale de la Libertadores. Enfin, il va se passer quelque chose de terrible pour moi. C'est la finale de la Libertadores 2019 que Flamengo va gagner à la 91e minute. Vas-y, Marcelin, je te laisse. Ouais. Alors du coup, je voulais dire aussi, donc je supporte Flamengo. Et en fait, il y a quand même des chants qui sont plus chantés au Maracanã. On a parlé de Campeão, qui est vraiment qui symbolise la période des années 80. Les 2 autres chants qu'on a entendus en commun avec l'International, Sempre Te Amarei, c'est 2007 et 2008. Manto Sagrado, c'est 2009 et 2013. Et ce chant M. Dezembro di Oitenteum, c'est un chant qui parle du titre mondial de 1981 et qui va vraiment fonctionner pendant la Libertadores 2019 où Flamengo fait des grands matchs et atteint la finale. Et au Monumental de Lima, River gagnait 1-0. Gabigol, à la dernière minute, il égalise. Et donc forcément, les supporters de Flamengo reprennent ce chant. Et arrive la tragédie. On écoute. On va pouvoir couper. Voilà. Merci Marcelin. Ouais, c'est vrai, je t'ai mis décimé que c'est scienté. J'aurais pu te mettre d'autres choses, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Farouk. Je vais vous proposer le chant Mi Corazón du Raja Casablanca, que j'ai choisi à cause d'une chorégraphie assez intense qui a le mérite de relancer l'ambiance dans un stade quand l'ambiance retombe, si tant est qu'on puisse dire que dans un stade pareil l'ambiance puisse retomber, mais la chorégraphie et l'intensité sont tellement spécifiques qu'on peut que se lever et voir le spectacle. Et suivre.
C'est la version un peu plus animée du quand le virage se met à chanter, quoi. Et le dézoom, évidemment, favorisant le fait que ils sont 50, non, ils sont 100, non, ils sont 2000, non, ils sont 15 000, qui rajoute ce côté spectaculaire et intense. Voilà, et on va terminer, peut-être parce qu'on est à Rennes, hein, on va finir avec du rouge et noir, il y en a eu beaucoup. On va terminer avec un chant qui vient on peut le dire, un petit club de l'Interior en Argentine, de la province concrètement, qui vient de Santa Fe, Colón. Colón qui a réussi un exploit immense en 2019, qui s'est hissé en finale de la Copa Sudamericana, l'équivalent de l'Europa League concrètement, donc la deuxième compétition de club sud-américaine. C'est un club qui n'avait jamais rien gagné de majeur jusqu'ici. Ils ont perdu cette finale-là, mais et vous allez voir, ils se sont rendus au Paraguay pour cette finale, ils jouaient une équipe équatorienne. Vous allez voir qu'ils sont un tout petit peu nombreux, les Argentins, dans le stade, à peine. C'est-à-dire que le stade est entièrement argentin, ça a été des caravanes incroyables pour y aller. Et en avant-match, la Confédération a invité un groupe, Los Palmeras, que vous voyez ici, qui sont un groupe de là-bas, vous voyez qu'ils sont en rouge et noir, aux couleurs du club, qui chantent l'un des hymnes de ce club, Soy Sabalero. Sabalero, c'est leur surnom. Et vous allez voir ce que ça donne, avec des images vues du stade. Et c'est le chant frisson de 2019. Soy Sabalero 2019 Colón, et c'est là-dessus qu'on va vous laisser. Merci messieurs. Merci à toi, et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et merci à l'autre football de nous avoir accueillis. Voilà, c'est ainsi que se concluent ces 2 épisodes des hors-séries de Lucarne Opposée, des émissions qui ont été enregistrées dans le cadre du festival L'Autre Football qui se tenait à Rennes en fin d'année 2021. J'espère qu'ils vous auront plu et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres podcasts sur les plateformes de Lucarne Opposée. À bientôt.